Alors bonjour tout le monde. On est peut-être un petit peu moins nombreux que le nombre d'inscriptions, mais ça sera la qualité qui va compter. Alors je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être présent aujourd'hui. Je me présente, je suis Nadine Bachand, je suis analyste principale en agriculture et alimentation chez Équiterre. Les conseillers de première ligne sont vraiment les mieux placés pour inciter les producteurs à adopter des bonnes pratiques de gestion, de conservation des sols. Et c'est pourquoi on a décidé d'offrir ce séminaire-là aujourd'hui en santé des sols qui va viser à permettre le partage d'expertise et les échanges entre pairs sur les approches et les bons coups pour une meilleure santé des sols. Je voulais vous dire d'entrée de jeu quelques mots sur Équiterre. On est une organisation qui, depuis les 30 dernières années, s'implique activement à accélérer une transition juste et écologique vers une société qui est plus résiliente en travaillant avec les différentes communautés à l'échelle du Québec. Et on a décidé de co-organiser ce séminaire-là avec le CRAAC parce que la santé des sols, pour nous, chez Équiterre, c'est vraiment quelque chose qui est très, très près de notre cœur. En fait, elle est fondamentale parce qu'on aime beaucoup donner l'image de si l'agriculture est une maison, ben les sols, c'est vraiment la fondation. Et on le sait, la santé des sols, c'est un petit peu effrité depuis les dernières décennies, ce qui rend nos entreprises agricoles un petit peu plus vulnérables, notamment aux effets du changement climatique. Et donc, la santé des sols, ça s'inscrit vraiment comme faisant partie des bonnes solutions pour rendre notre agriculture, les entreprises plus résilientes. Alors, c'est pour ces raisons-là que chez Équiterre, on mène des projets concrets pour inspirer et outiller le plus d'entreprises possible à adopter des pratiques de conservation et de santé des sols, et dont le projet des vitrines en santé et conservation des sols qu'on a mené en collaboration avec la coordination service conseil. C'est un projet de 3 ans qui s'achève bientôt, qui a été financé par le MAPAC dans le cadre du volet 2 du programme Prime Vert. Ce séminaire-là est financé également par l'entremise du programme du partenariat canadien de l'innovation en agroalimentaire, en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture. C'est une entente qui est conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Alors, diplômée du campus McDonald de l'Université McGill en conservation du sol et de l'eau, Madame Leduc a travaillé sur des projets sur le phosphore et la caractérisation des engrais de ferme avec le MAPAC avant de travailler au club Agri-Conseil Masca à partir de 1998. Elle a participé à de nombreux projets touchant principalement à la fertilisation, les engrais de ferme, les engrais verts, les plantes fourragères, les changements climatiques et la phytoprotection. Madame Leduc, la parole est à vous maintenant. Merci bien. Donc, bon matin à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas une présentation technique que je vais vous faire. C'est vraiment, on m'a demandé de vous présenter, préparer un peu un atelier au niveau de l'approche client, comment ça peut être un outil utile pour favoriser l'adoption de pratiques favorisant la santé des sols. Dans un premier temps, un petit peu de question de casser la glace. Avec l'outil Mentimeter. J'aimerais savoir de quelle région vous venez. Bon, super, vous avez déjà répondu. Donc, principalement la région autour, la Nodière quand même. Faites la route. Donc, pas mal dans le sud du Québec. Québec. Super. OK, donc on a du monde pas mal partout. Excellent. Donc, lors de cet atelier, comme je vous le mentionnais, je ne serai pas en mode technique ou vous définir c'est quoi la santé des sols. Je vais plutôt aborder les étapes du changement, comment bâtir la relation de confiance entre le producteur et le conseiller. Puis, je vais terminer plus sur une note des sources de formation ou d'information. Puis, à travers tout ça, bien, il va y avoir quelques ateliers où je vais demander votre contribution. Donc, je vous rassure, je ne suis pas psychologue, je suis agronome, mais je me suis quand même intéressée à voir c'est quoi les étapes du changement chez un individu. Je vous présente rapidement le modèle qui a été développé par les psychologues Prochaska et Dick Clement à la fin des années 70. Ça s'appelle le modèle transthéorique du changement. Donc, il y a principalement, eux autres à l'époque avaient mentionné 5 étapes à ça.
Bon, il y a certains termes qui nous parlent moins. La pré-contemplation, c'est quoi ça? Bien, en réalité, c'est plutôt la période d'inaction. La deuxième étape, on pourrait plutôt mentionner la prise de conscience. Troisième étape, la préparation. Ensuite, l'action et le maintien. Puis, ce n'est pas une ligne droite. Hein? Parfois, on y va, on n'y va pas, on hésite. Puis, ils ont rajouté une dernière étape qui s'appelle la conclusion. Donc, je vais vous présenter chacune de ces étapes-là avec des exemples plus concrets. Donc, concrètement, la ferme, c'est quoi la phase de l'inaction? Bien, le producteur, il n'a pas trop d'intérêt à faire un changement. Puis là, tu sais, ça ne veut pas dire que la personne est fermée à tout. Tu sais, elle peut avoir introduit certaines pratiques chez elle, mais tu sais, je vais donner des exemples avec le semi-direct. Ça ne l'intéresse pas trop, parfois pas très sensibilisé, croit que le changement est impossible ou trop difficile. Tu sais, l'exemple classique, c'est un producteur qui va venir prendre nos services chez nous, puis que pour l'instant, il veut le PAF, puis il ne veut pas trop d'autres choses. Donc, à cette étape-là, l'information peut aider à le sensibiliser, puis peut-être éventuellement concevoir que le changement pourrait être réalisable. Ce qui va nous dire, par exemple, c'est le semi-direct, ça ne marche pas. Ou la terre, là, ça a besoin d'être labouré une fois de temps en temps. Puis je vais mettre ma ferme en péril financièrement si je fais ce changement. Deuxième étape, la prise de conscience. Commence à penser que ça pourrait être possible, mais pas tout de suite, là, pas plus à long terme. Puis à cette étape-là, il voit davantage les inconvénients et les obstacles. Qu'est-ce qui peut aider à passer cette étape-là? Bien là, c'est sûr qu'il est un petit peu plus intéressant à s'informer qu'avant. Il est moins fermé. Puis, tu sais, on entend parler beaucoup des cohortes. Les cohortes, finalement, c'est de mettre des gens intéressés sur un sujet puis les faire travailler ensemble. Mais je trouve le désavantage des cohortes, c'est qu'il ne faudrait pas perdre d'un autre côté les réunions plus généralistes qu'on fait, où là, par exemple, mettons, on a différents sujets dans la journée, puis le producteur, il vient pour 2 sujets qui l'intéressent, puis il y a une conférence sur le semi-direct, là. Je ne me déplacerai pas pour cette conférence-là, mais bon, j'y vais de toute façon. Donc, parfois, ça le met en contact avec des choses qu'il n'aurait peut-être pas cherché à avoir, mais ça fait cheminer des idées. Je ne sais pas, mon pouce n'est pas très... Donc, à cette étape-là, il y a besoin d'exemples, d'encouragement, de témoignages. Donc là, le discours commence à évoluer. Si je prends toujours mon exemple de semi-direct, ça ne marche pas dans mon type de sol. Ça marche peut-être ailleurs, mais pas chez nous. Ça marche peut-être, mais je vais perdre du changement. Puis, tu sais, d'entendre une mauvaise expérience de quelqu'un, ça va effacer les 5 bonnes expériences qu'il a entendues. Là. Il est un peu quand même encore sur le break. Puis, je vais être obligé de semer plus tard, là, mon sol va rester froid. L'étape suivante, là, il y a une autre étape qui vient d'arriver. Là, il est convaincu du bien fondé du changement visé. Il voit la nécessité de faire le changement à court terme. Donc là, il est intéressé à des infos plus techniques. Là, on rentre dans une autre étape. Dans certains cas, on a des clients qui arrivent chez nous à cette étape-là. Ils ont entendu parler qu'on accompagne des producteurs. Là, ils disent, bon, moi, je veux, par exemple, là, je veux faire plus d'engravage chez nous, là, ou je veux faire une culture intercalage, j'aimerais ça que tu m'aides. Donc là, vraiment, on arrive plus à faire un plan d'action. On va avoir besoin d'un plan de match pour faire la transition. Donc là, on tombe dans le plus technique. Est-ce que mon sol est trop compacté pour aller en semi-direct? Est-ce que mon semoir peut fonctionner dans ces conditions-là? Est-ce que je dois chopper mon maïs à l'automne ou pas? La prochaine étape, l'action. Donc là, on y va. On fait les changements visés. Pour le producteur, là, c'est quand même, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Il y a besoin de suivi. On doute encore, là, parce que le changement n'est pas acquis. On peut toujours changer d'idée puis revenir à son ancienne technique. À cette étape-là, c'est obligatoire, il faut être dans le champ. Okay? Il faut voir qu'est-ce qui se passe. On va avoir besoin de vraiment de suivi plus poussé pour valider si la nouvelle technique fonctionne, identifier rapidement les choses à corriger pour que ça fonctionne ou faire les correctifs l'année suivante.
Donc, par exemple, on va valider, on va être là au moment du semis pour valider est-ce que mon sol est prêt à être semé? Est-ce que ma profondeur de semis est optimale? Par la suite, on va faire des suivis. Tu sais, souvent, à cette étape-là, on va faire des parcelles, on va faire des essais. Donc, OK, l'émergence de ta culture est aussi belle dans ta parcelle que versus le reste du champ conventionnel. L'avant-dernière phase, le maintien. Donc là, le changement est fait depuis quelques années. Il est pas mal convaincu. Souvent, à cette étape-là, on est plus dans le fine-tuning. On va faire encore des tests, mais davantage pour raffiner ces techniques, pour les améliorer. Donc là, le discours évolue également. Le semi-direct, là, ça a vraiment sa place sur mon entreprise. Ça fonctionne vraiment bien, mais là, j'aimerais ça travailler sur la précision de mon semis, par exemple. La dernière étape, qui est c'était le maintien, si je me rappelle bien, ça, c'est une étape où vraiment, là, le producteur il est vraiment convaincu, il ne reviendra pas en arrière. Là, c'est un peu dur, là, il maîtrise très bien sa technique, il devient souvent un ambassadeur. Oui, je suis prête à faire une conférence sur le sujet ou recevoir un groupe chez moi. Ah oui, ton client a des questions, il peut m'appeler, il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'étape de la conclusion. J'aimerais ça vous faire travailler un petit peu en table ronde. Selon vous, qu'est-ce qui peut initier le passage de l'étape de l'inaction à la prise de conscience, d'être vraiment pas convaincu, puis de qu'est-ce qui va faire germer l'idée de dire c'est peut-être possible chez nous. D'un autre côté, qu'est-ce qui peut décourager ça? Puis j'aimerais ça vous entendre un peu sur peut-être une expérience par table, une expérience terrain. Qu'est-ce qui fonctionne bien, selon vous, pour faire changer ces pratiques à un producteur? Donc, je vous laisserai peut-être un 5-10 minutes pour que vous discutiez en table. Puis ensuite, on peut-être identifier une personne là, par table qui pourrait nous résumer vos échanges. Ici, j'en ai mentionné quelques-uns. Il y en a plusieurs que vous avez abordés. Donc, la pression sociale, hein, des fois, ça peut faire que les producteurs vont se remettre en question. Ultimement, une réglementation, parfois, oui, ça initie des changements. Pour des raisons de santé, hein, vous l'avez mentionné un peu, parfois un producteur qui a moins de temps ou effectivement, qui a de la maladie dans son entourage. Il y en a certains qui ont dit, moi, des insecticides sur ma semence, je ne veux plus toucher à ça. Gain économique, donc on l'a abordé, parfois des subventions qui vont aider à dire, OK, si j'avais cette petite barrière-là, ça m'aide. Des économies d'intrants, ça aussi, ça peut être quelque chose qui va initier. Efficacité en termes de gain de temps. Tu sais, une entreprise, hein, ça bouge dans la vie. Moi, je vois des clients qui n'ont pas des trop grosses fermes, qui arrivent plus en fin de carrière, puis là, qui se disent, moi, je ne veux plus érocher. Mon parc de machinerie, je veux le réduire. Je m'en vais vers le semi-direct. Donc, des fois, le producteur évolue dans sa vie. L'influence des autres producteurs, donc presque tout le monde l'a mentionné. Pour ça, la formule de groupe ou effectivement tous les programmes d'ambassadeurs, tout ça ont un rôle important. Puis, ultimement, vous l'avez mentionné un peu, ça va être différent selon la personnalité du producteur. T'sais, on parle beaucoup de l'aspect économique. Il y a certains producteurs chez qui cet argument-là ne résonnera pas. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, pour aborder le prochain bloc sur le Mentimeter, je voudrais que vous trouviez, en un mot, qu'est-ce qui est le plus important selon vous pour développer un lien de confiance avec votre client? Quel mot, si je vous dis ça, le lien de confiance avec le client pour le développer, c'est quel mot qui vous vient en tête? Donc, plus le mot est gros, puis plus il y a de personnes qui ont évoqué ce mot-là. Donc, je vois que le mot qui revient le plus, c'est l'écoute. Hein, ça a été mentionné. Mais également hein, la prise de contact, d'avoir une écoute empathique. Hey, c'est le fun à lire, ça! Développer une relation. Confiance et échange d'infos. Mon Dieu, j'ai mal au cœur. Les compétences également, d'avoir une bonne crédibilité. La patience, ça a été mentionné. Hein? Des fois, on sème une petite graine d'idée, puis 3 ans plus tard, le producteur nous dit « Hey, j'ai eu une idée! » Donc, il faut être patient. Connaissance, le temps. Ouais, vous êtes pas mal bon aussi. Ça résume pas mal ça. Donc, effectivement, pour moi aussi, le premier, c'était l'importance de l'écoute. Hein. C'est là qu'on va
qu'on va apprendre à connaître notre client, de cibler c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses problématiques. Il faut prendre le temps d'apprendre à connaître notre client, souvent avec des questions ouvertes aussi, pas juste des oui-non. Ça va permettre d'en apprendre plus, s'intéresser à lui, à son entreprise. Ça permet de bien cibler ses besoins. Puis, dans cette situation-là, pas hésiter parfois à reformuler pour s'assurer qu'on a bien compris c'est quoi son besoin. Reconnaître ses défis, ses inquiétudes, pour qu'ils se sentent compris sans jugement. Donc, c'est sûr que si le producteur a l'impression qu'il ne dit pas la bonne affaire, bien, il ne le mentionne pas. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis, je pense que vous l'aviez bien identifié dans vos commentaires puis dans les mots que vous avez. Puis, ça prend, effectivement, ça prend du temps. Comment aussi, c'est quels outils, quelle manière de faire on peut utiliser pour ça? Bien, bon, une bonne tenue de dossier. L'idée, ce n'est pas de faire de la paperasse, ce n'est pas ça. C'est juste d'avoir quand même des outils, parfois pour y noter les suivis qu'on a effectués, les résumés de nos discussions, les questions du client. Question d'une fois à l'autre, quand on se rencontre, quand on fait des suivis au champ, bien, une mini-préparation avant la rencontre, bien, ça permet d'avoir des rencontres plus efficaces, de se rappeler c'est quoi les enjeux prioritaires sur cette entreprise-là, c'est quoi les résultats que je veux remettre, c'est quoi les infos que je veux avoir, puis de se préparer, particulièrement quand on est un conseiller plus débutant, bien, ça permet aussi de mieux gérer ses inquiétudes puis son stress, d'arriver préparé. Si je sais qu'un producteur, il y avait des questions sur une technique que je connais moins, bien, je vais me préparer un peu avant la rencontre, je vais aller chercher de l'information, je vais parler à d'autres collègues, par exemple. Le timing, même si j'ai un rendez-vous avec le producteur, bien, valider s'il y a le temps, s'il y a toujours le temps, aussi s'il est préoccupé par d'autres choses, parce que je vais lui dire ma poutine, puis il ne sera pas en mode écoute. Puis finalement, quand on termine une rencontre, bien, valider c'est quoi ses attentes, puis c'est quoi les échéanciers. Parfois, on est bon pour se mettre de la pression. Ouais, il m'a demandé quelque chose, il veut ça pour le lendemain. Peut-être qu'il veut ça juste dans 2 semaines. Puis à l'opposé, on a l'impression qu'il veut ça dans 3 semaines, mais il veut ça le lendemain. Donc, encore là, de reformuler, OK, bon, d'ici la prochaine rencontre, je t'envoie ça par courriel de demain. Ça, OK, je te reviens, on se revoit à ce moment-là, je vais faire tel suivi. Donc, juste comme de closer finalement notre rencontre. Également, la communication, bien, c'est un art. Il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière intuitive, mais je ne sais pas si vous connaissez l'approche Suncast. Moi, c'est quelque chose que j'ai connu à peu près en milieu de carrière. Bon, c'est une technique de vente basée sur le comportement. Vous allez me dire, de la vente. Nous autres, on ne fait pas ça, de la vente. Je m'excuse, mais même si vous ne vendez pas des intrants, bien, on vend des idées, on vend des concepts, on vend des techniques. Puis là, quand on dit vente, on dit « Ah, j'aime pas ça, la vente. » Ben oui, mais l'idée, c'est pas de vendre un frigidaire à un Esquimau. On veut vendre des choses qui vont aider le producteur, qui vont aider l'entreprise. Ce n'est pas qu'on veut faire passer quelque chose. Cette approche-là, bien, ça nous permet de mieux détecter un peu les besoins, les motivations, puis ça peut permettre d'adapter sa communication. Combien de fois, moi ou des collègues, on dit « Bien, je comprends pas. J'ai fait un plan de fertilisation, j'ai fait économiser 10 000 puis il ne m'écoute pas. Comment ça se fait? Bien, peut-être que ce producteur-là, l'argument économique, c'est peut-être pas ça qui est la priorité chez lui. Donc, je trouve que cette approche-là, ça permet de réaliser un petit peu ça. Suncast, ça veut dire quoi? Fait que finalement, chaque lettre résume, dans le fond, une personnalité. Puis, il faut bien comprendre qu'une personne, bien, ça ne se résume pas à un mot. Hein? On est des êtres multiples, ça évolue dans le temps. En général, une personne, ça va se résumer à 2 principales personnalités, mais ça serait réducteur de dire qu'une personne, c'est juste ça. Mais ça nous donne quand même un guide. Donc, je vais passer chacune des personnalités avec des exemples. Donc, S pour sécurité. OK? Donc, pour chaque personnalité, je vais parler des signes distinctifs, des mots à utiliser, des mots à éviter, puis également au niveau de l'attitude. Donc, la personne de sécurité est réfléchie, elle aime ça se faire conseiller, mais elle aime des choses safe. Hein? Ça a fait ses preuves, ça a été testé par les pairs.
Des affaires, des nouveautés, des risqués. Oh, c'est pas la première qui va essayer ça. Donc, elle aime ça, être rassurant. Elle aime quand on est rassurant, qu'on démontre les choses, qu'on les prouve. Donc, de tenir un discours du genre, bien, cette technique-là, là, vraiment est utilisée par plusieurs producteurs du club depuis plus de 10 ans. J'ai fait des suivis chez ces producteurs-là avec cette technique. Ça va être quelque chose de rassurant qui va vraiment qui va résonner pour ce type de client-là. Le O pour orgueil. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est fier, hein, qui est attentif à son image, qui aime se démarquer. C'est le gars qui aime ça avoir des beaux chants. Des fois, c'est un petit peu le coq du rang, mettons, si on peut dire. Ce n'est pas nécessairement péjoratif, là, mais c'est comme ça. Les mots utilisés, bien, il va s'attendre à un service là, personnalisé, exclusif, là, quelque chose là, qui se démarque. Il n'aime pas beaucoup les critiques. Ça, donc, des fois, il y a une manière d'amener les choses. Il va aimer qu'on valorise ses idées, ses actions, qu'on lui pose des questions sur ses techniques. Donc, tu sais, toi, vraiment, ton blé, tu réussis vraiment bien. T'as-tu déjà considéré à le semer en semi-direct, tu sais? Donc, c'est une manière un petit peu d'apporter les choses. N pour nouveauté. Donc, lui, il est curieux. Lui, il est prêt au changement. Là, il veut en apprendre. Là, souvent, il va être dans les réunions. Tout ce qui est innovation, technologie, les affaires standards, non, ça l'intéresse moins. Pour ce producteur-là, qu'on soit un vecteur de nouvelles informations ou de tests, c'est vraiment quelque chose qui l'allume. Puis là, encore là, hein, pas de stress. C'est normal qu'on ne sache pas tout. Mais dans le fond, moi, souvent, je trouve, comme conseiller, on est des vecteurs. Là, on sait où trouver l'information avec notre réseau de contacts, tout ça. Donc, lui, ben, il va être vraiment allumé. Il y a une nouvelle étude qui vient de sortir. Tu l'as-tu vu? Ça t'intéresserait-tu de faire un test avec ça, là, avec cette nouvelle technique-là? Ça va être nos essayeux. Ils sont dans tous les projets, là. Vous en connaissez, hein? C'est comme confort. Un petit peu plus conservateur. Il faut que ça soit pratique. Des fois, il n'y a pas... des fois, là, il a raison d'être comme ça. Là. Lui, il faut que ça soit simple. Pas de stress. Clé en main. Fais-moi pas 15 formules de démarreur. Là. C'est ça. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Il ne faut pas que ça demande trop d'efforts. Donc, dans ce cas-là, il faut être facilitant. Il faut simplifier la vie, être calme. Donc, exemple, tu veux faire un abrisement, mais ça va être clé en main. L'entrepreneur va s'occuper de tout. Là, ça ne sera pas compliqué. Donc, A comme argent. Donc, lui, il aime ça faire des économies, faire une bonne affaire. Dans les mots qui vont résonner chez lui, tout ce qui est économique, rentable, et ça va être gratuit. Il y a une subvention d'associer à ça. Une manufacture supplémentaire, des frais. Si je fais des heures chez vous, il faut que je démontre que ça va être rentable. Hey, je vais te faire économiser ça. Donc, il faut démontrer la rentabilité. Hey, es-tu inscrit au pas de rétribution? Ça serait des revenus pour des bonnes actions environnementales. Ça pogne là, chez ce gars-là. S comme sympathique. Donc, ça, ben, c'est quelqu'un qui va aimer jaser, faire plaisir, attentionner, il va s'informer de toi. Le mot utilisé, hey, on va faire ça ensemble, ça va être le fun, on est des partenaires là-dedans. Il n'aime pas les conflits. Si je veux te faire chambouler toutes tes affaires chez vous, là, moi j'en ai, là, je pense à un cas où le producteur ne voulait même pas se faire une soumission pour ses engrais à une autre place parce qu'il ne voulait pas déplaire à son représentant. Donc, tu sais, il faut l'aborder. Donc, chez ce gars-là, je n'ai pas dit hey, tu te fais avoir par ton représentant. Non. On n'a pas la même école de pensée pour la fertilisation. Donc, il veut bien faire, mais nous autres, on voit ça différemment. Donc, c'est un producteur qui va apprécier qu'on se voit souvent, prendre le temps de prendre de ses nouvelles. C'est le genre qui va être intéressé à aller au champ avec nous autres, de faire la tournée de champ, par exemple. Le dernier, que je voyais moins à l'époque, mais en faisant des petites recherches, il y a le E pour environnement. Puis ça, on en a dans nos groupes là, où eux, vraiment, là, sont soucieux de leur impact au niveau de l'écologie. Donc, tous les mots verts, biodiversité, bilan carbone, développement durable, c'est des mots qui vont résonner. Pollution, là, eux autres, c'est ça. Une nouvelle technique qui est polluante, ça va moins les allumer.
Donc, lui souligner les impacts sur l'environnement de ses pratiques. Donc, ça va être quelqu'un, par exemple, qui va être intéressé à ce qu'on calcule les indices de risque des pesticides qu'il utilise sur la santé et l'environnement. Je vous ferai retravailler encore un petit peu en table ronde. Donc, à la lueur de ce que je vous ai présenté, je ne sais pas si vous avez vu de vos clients, si ça a allumé des choses. Est-ce que vous pensez que c'est une approche qui pourrait être aidante pour communiquer mieux avec vos clients? Puis, c'est pas parce que vous ne connaissez pas cette approche-là que vous n'avez pas déjà adapté votre discours à un client, puis vous avez vu que ça a fait une différence dans son adhésion à ce que vous lui proposiez. Donc, je ne sais pas si vous avez en tête un exemple d'une situation de ce genre-là. Donc, on a parlé beaucoup du savoir-être, maintenant le savoir-faire. Donc, c'est clair que pour aider nos clients à modifier leur technique, bien, il faut soi-même être convaincu du bien fondé du changement pour la ferme. Il faut qu'on sente que ça réponde à son besoin puis qu'on soit convaincu que cette technique-là fonctionne. Si je n'ai jamais fait de tests avec et sans insecticides, par exemple, dans le maïs, puis que moi, c'est quelque chose qui m'insécurise, bien, c'est sûr qu'au client, je ne proposerai pas ça. Là, donc, c'est important d'être bien formé et informé. Puis surtout de savoir où trouver l'info. Comme je l'ai mentionné tantôt, nos clients, c'est impossible d'être spécialiste dans tout. Là. Donc, le client s'attend davantage à ce qu'on soit un vecteur, qu'on soit capable de lui trouver l'information. Il y a certains services aussi de mentorat qui peuvent être vraiment utiles. Je ne sais pas si vous le saviez, à l'automne 2022, il y avait une collaboration dans le cadre, je pense, de la vitrine de santé des sols, entre Équiterre et la coordination service-conseil, où on avait accès à un service de mentorat, soit avec Anne Veil ou avec Louis Robert, pour du diagnostic au champ. Donc, on pouvait carrément avoir soit des formations au champ, ou sinon, ce qui manque souvent, quand c'est un nouveau service qu'on connaît moins, on a une formation théorique, puis ensuite, on se lance au champ. Puis là, c'est quand tu arrives pour le faire que tu fais comme je fais-tu la bonne affaire? J'ai-tu la bonne conclusion? Donc, ça, nous autres, en tout cas, on l'a utilisé, puis ça a été vraiment apprécié. Puis des fois, même, moi, dans certains cas, juste des fois, un petit appel d'une demi-heure pour dire « Hey, as-tu déjà une situation comme ça? » Donc, ça, vraiment, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui, en théorie, se répète, mais en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un service là, qui devrait continuer. Sinon, si vous êtes membre de Viapol d'expertise, pour ces conseillers-là, il y a toujours le service de deuxième ligne en santé des sols avec Sylvie Thibodeau. C'est plus par rapport aux plantes de couverture. Donc, vous avez des questions par rapport à des mélanges, des espèces, ça se fait-tu, taux de semis, manière de semer. Donc, on a accès gratuitement à Sylvie Thibodeau, qui est quand même une sommité en la matière. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui peuvent nous aider. Sinon, où trouver l'information? Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Bien, vous le savez, avec la pandémie, les webinaires ont explosé. On pourrait faire ça à la journée longue. Mais heureusement, ils sont enregistrés et on y a accès. Donc, par exemple, si vous allez sur le site du CRAAC, vous pouvez, dans le petit coin ici, par exemple, sélectionner un sujet. Puis là, il y a une série de webinaires qui va vous apparaître. Donc, souvent, c'est à peu près 1 heure de temps. C'est le fun. Puis ça nous permet, je trouve, aussi de découvrir des nouvelles références qu'on peut par la suite, par exemple, contacter au besoin. Sinon, bon, l'IRDA, quand même, font des essais là, qui sont disponibles. Donc, ils ont travaillé beaucoup, entre autres, au niveau de l'impact des céréales d'automne, sur la rentabilité, santé des sols, réduction des pesticides. Il y avait des vitrines qui ont été faites un peu partout au Québec. Donc, vous pouvez trouver les résultats là, en ligne à cette adresse-là. Puis, vous allez trouver, par exemple, il y a un article vulgarisé de Francis Allard. Il y a 2 super belles vidéos là, sur les avantages des céréales d'automne, témoignages. Donc, on parlait tantôt des réunions de groupe. Bien, ce n'est pas tous les producteurs qui ont le temps de se déplacer ou que ça les intéresse. Donc, des fois, notre producteur a de l'intérêt pour une technique. On y envoie une petite vidéo. Ça peut être intéressant. Également, l'IRDA fait des belles fiches techniques sur l'implantation du trèfle dans les céréales à paille. Donc, il y a des vidéos, des fiches techniques sur les facteurs de réussite sur le trèfle en intercalaire dans les céréales. L'Université de Guelph, que je connaissais personnellement, pas nécessairement. Donc, Soil at Guelph,
C'est en anglais, malheureusement, mais quand même, il y a des choses vraiment intéressantes. Encore là, des liens vers des webinaires, des vidéos. Ils ont des super belles fiches techniques sur les avantages de la rotation. Des fois, on parle de chiffrer. Là, il y a des références là-dessus. Ils ont des fiches aussi sur les stratégies d'engrais verts, 3 principales. Donc, le seigle après le maïs en silage qui s'en va en soya l'année suivante. Un petit peu comme des recettes ou des pense-bêtes de choses à ne pas oublier. Intercalaire dans le trèfle, de trèfle dans le blé également. Puis, le mélange avoine-radis en dérobé après une culture courte, comme des conserveries ou du blé. Agri-réseau, même si ce n'est pas toujours évident de trouver l'information là-dessus, là, j'ai dit ça de même, mais quand même, on peut chercher et trouver le lien pour justement les vitrines en santé des sols que Nadine a mentionné tantôt. Mais dans le fond, si vous pouvez directement aller sur solensanté.ca où vous allez trouver, encore la pandémie oblige, les vitrines ont été parfois transformées en capsules vidéo. Donc, il y en a entre autres avec Yannick, tout ça. Il y a les fiches d'entreprise. Donc, encore là, pour un producteur qui dit « Ouais, ça m'intéresse peut-être, ça marche-tu, ça marche pas? » Bien, d'avoir des témoignages, là, vraiment, c'est la différence peut-être avec il y a 15 ou 20 ans où il fallait aller dans des réunions pour voir ça. Là, vraiment, là, sur le web, là, il y a abondance, là, c'est ça. Facebook aussi, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui y a parfois des belles discussions. Donc, dans les groupes là, que vous connaissez probablement, si vous vous intéressez aux cultures de couverture, là, le groupe qui avait été initié par Sylvie Thibodeau, qui est un groupe privé, mais on peut facilement s'inscrire, là, producteurs et intervenants. Il y a des belles discussions là-dessus. Pour, encore là, ceux qui sont avec le réseau Agri-Conseil, conseillers et conseillères là, en grande culture, qui a des échanges parfois, on a des questions, bien, on peut faire appel à nos pairs. Club Action Billon. Principalement des producteurs qui participent, mais encore là, si vous êtes intéressé à la culture sur Billon, il y a des beaux échanges. Striptil Canada, anglais, français, encore là, il y a des choses intéressantes là-dessus. Puis le dernier, Everything Cover Crops, c'est un site plus américain, mais c'est toujours intéressant de voir des choses. Des fois, c'est en Oklahoma, c'est pas nécessairement des choses qui vont s'appliquer chez nous, mais de voir des idées, de voir les approches. Et moi, je trouve que c'est toujours quelque chose d'intéressant. Vous, quels sont, on a peut-être quelques minutes, est-ce que vous avez des outils, des références coup de cœur en santé des sols? Est-ce qu'il y a des choses là, que je n'ai pas nommées là-dedans, là, qui... Oui, ben oui, effectivement. Je n'ai pas nommé, il y a des beaux, entre autres en grès vert, les essais de variété, c'est vraiment intéressant. J'ai découvert ça l'an passé. Oui, c'est table, il y a des belles fiches, il y a plusieurs choses. Mon Dieu, merci de me... Je pense que le micro ne fonctionne pas, hein? Non. Oui, il fonctionne maintenant. Donc, c'est ce que je disais. Il y a un site canadien qui est, je pense que c'est ontarien, en fait, où on peut avoir des caractéristiques des cultures de couverture en fonction des conditions pédoclimatiques, en fait. OK. Super, effectivement. Des bonnes suggestions. Je ne me souviens pas exactement du titre. Covercrop.ca, je crois. OK. Ouais. Puis, il y a les choses qu'on doit jeter aussi. Hier, on faisait des blagues. On a eu une formation avec Martin Chantigny, les concepts de matière organique humus versus matière organique jeune évoluent. Donc, nos notes d'université, on peut comme les mettre de côté. Donc, c'est ça. Hein, mais au moins, il y a on peut les retrouver parce qu'effectivement, c'est une job à temps plein de tout écouter ça. Là, c'est ça. Sinon, bien, en conclusion, donc, on l'a mentionné hein, dans les échanges, valoriser même les petits pas. Un producteur, dernièrement, disait « Ouais, mais du régras intercalaire dans le maïs, ça ne me donne rien de faire ça. Moi, je ne veux pas faire de semi-direct l'année d'après. Je vais travailler mon sol à l'automne. » Bien, un petit peu. Ton avantage de portance, tu vas l'avoir. Ton avantage sur ta porosité, tu vas l'avoir. Ton avantage de ramasser ton azote en fin de saison dans ton maïs, tu vas l'avoir.
peut le faire pareil. Tu sais. Donc, des fois, de dire, c'est pas la formule, c'est pas le kit parfait, mais de faire une première étape, tu sais, je pense que c'est important de valoriser ça, des petits essais, les parcelles, c'est moins épeurant, vous l'avez mentionné. Ça a également été dit, hein, chaque ferme est différente. Donc, l'approche, le rythme aussi, hein, des fois, d'aller trop vite, on fait peur au monde. Puis les stratégies pour améliorer la santé des sols vont l'être également. Puis en conclusion, bien, je trouvais cette phrase-là d'Aristote intéressante. Si tu veux convaincre quelqu'un, utilise ses propres arguments. Donc, finalement, hein, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut l'écouter. C'est comme ça qu'on va vraiment apprendre à le connaître, puis voir qu'est-ce qui va, finalement, si nos arguments répondent à ses besoins, bien, c'est là que ça va fonctionner. Bien, sur ce, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Patricia, pour cette conférence super intéressante. On ne prend pas souvent le temps de penser à tout l'aspect humain, le facteur humain, mais pourtant, c'est tellement important dans tout changement qu'on veut faire à tous les niveaux dans la société. Est-ce que vous avez apprécié? Oui? On va poursuivre la demi-journée avec un panel d'échange sur des exemples inspirants. Pour l'animation du panel, je vais inviter Louis Dionne, directeur général du CRAAC, à venir sur scène. Je vais inviter également les 5 panélistes, soit M. René Perrault, Mme Éliane Hamel, M. Jean-Yves Germain, Mme Sophie Rivet-Auger et M. Yannick Beauchemin. La parole est à vous. Bonjour à tous. Merci aux 5 panélistes et merci à l'organisation de m'inviter. C'est un honneur pour moi d'animer le panel de discussion aujourd'hui. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Louis Dionne, directeur général au CRAAC. J'ai toujours été impliqué de proche ou de loin dans les services conseils agricoles. Et ce qui m'intéresse le plus particulièrement, c'est vraiment tout le processus de transfert de connaissances. Donc, le panel porte directement là-dessus. Donc, c'est sûr que moi, ça me motive beaucoup. Puis j'ai pris une grande décision. Je ne monterai pas sur scène avec vous, je m'excuse. Je bouge beaucoup quand je parle et quand je présente. Je vais finir par tomber, c'est sûr. Donc, bienvenue à vous 5. Comme première étape, ce que je propose, c'est de prendre peut-être 1 minute chacun pour vous présenter comme personne, présenter votre organisation, présenter ce qu'il y a de particulier ou ce que vous faites en général. Donc, Yannick, si tu veux bien commencer. On m'a nommé tout à l'heure quelqu'un de spécial. Je ne sais pas c'était qui. Je porte les 2 chapeaux, chapeau de producteur et agronome aussi. Agronome depuis 25 ans au Club Limassol, au centre du Québec. On est à peu près 175 producteurs, on est 4 conseillers. Puis à travers le temps, j'ai toujours réussi à faire monter l'entreprise avec la santé des sols au niveau ferme Roger-Beauchemin. C'est une 7e génération de la ferme. Puis ambassadeur, tout à l'heure vous disiez accompagnement, ça me dirait que plante fourrageur, ça me dirait que travail de sol, vraiment le sol vivant, c'est ma passion. Là. Fait que je vais aussi vous aider avec le panel aussi. Là. Fait que, merci beaucoup. Bien, merci Yannick. René? Oui, moi c'est producteur agricole en Mauricie. C'est-tu trop fort? Hein, c'est parfait, je ne sais pas si... Puis c'est ça, on était en production laitière jusqu'en 2019. Et en 2019, on a changé la vocation de la ferme pour une ferme brassicole. Alors, on a troqué la production laitière là, pour la grande culture. Et puis, ben, j'ai toujours été impliqué en environnement. J'ai été le président fondateur du club La Vie au Champ. J'ai été impliqué à l'UPA, d'un bassin versant aussi. Fait que l'environnement est toujours eu ça à cœur. Puis, on le fait pour nous en premier, puis aussi on le fait rayonner autour de nous. Puis je me rappelle bien aussi président du réseau Agri-Conseil Mauricie. Oui. Administrateur à CSC aussi. Madame Martel. Moi, c'est Eliane Martel, conseillère agronome au Club La Vie au Champ à Mauricie, au Club René, mon client, depuis toujours que je suis au club. Je suis au club depuis 18 ans. Directrice aussi de l'organisation là, depuis les dernières quelques années. Dans le fond, c'est ça, on accompagne spécialisé en production de grandes cultures. On regarde beaucoup les sols, le drainage, l'égouttement des champs, les cultures de couverture. Donc, on touche un peu à tout. Au club, on a aussi un volet horticole là, avec mes collègues. Donc, une belle organisation, puis très contente d'être ici, partager ce que je peux amener au panel. Merci beaucoup. Bienvenue.
Sophie Auger-Rivet. Je ne me suis pas trompé. Rivet-Auger. Rivet-Auger. Je massacre souvent les noms, je m'excuse. Je suis agronome conseillère en production biologique et en grande culture. Je travaille pour le CETAB, qui est le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique. Fait que nous, on a uniquement des producteurs là, bio ou en transition. Et puis, principalement, là, je couvre les deux mêmes régions là, que mes collègues, soit Mauricie et Centre du Québec. Puis, j'ai quelques cas isolés, là, dont Jean-Yves, là, qui est à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Merci beaucoup, Mme Rivet-Auger. Exactement. Monsieur Jean-Yves Germain. Oui, bonjour, Louis. Alors, moi, écoute, mettons, une démarche différente un peu des autres. Moi, je suis hôtelier de métier. Et puis, depuis 2 ans, j'ai eu la chance de reprendre les cultures, les grandes cultures du projet de la ferme La Rénie à Baie-Saint-Paul. Alors, je suis agriculteur depuis 2 ans. Et puis, je me suis associé, si on peut dire, parce que c'est vraiment une partenaire, Sophie, avec moi pour m'aider. Puis, jusqu'à présent, je suis très heureux de la démarche. Ça va très bien. Bien, bienvenue. Donc, comme vous l'aurez constaté, on a une très belle brochette de participants au panel aujourd'hui. Donc, 2 producteurs, 2 conseillers et un cas spécial conseiller-producteur. C'est moi qui l'ai. Ça n'en prend tout le temps. C'est moi qui l'ai traité de spécial tantôt, à la référence qu'il faisait. Ça va rester, ça, spécial. Donc, pour compléter un peu la présentation qu'ils viennent de faire de chacun d'entre eux, je vous invite à écouter un court montage vidéo qui va durer à peu près 1 minute. Ferme Roger Beauchemin, 7e génération à la ferme. On a 500 acres de terre cultivée, 190 hectares. Ça fait tout près de 15-20 ans qu'on n'utilise pas la charrue. On est vraiment plus en somme directe, gestion des résidus, une belle rotation. Pour y parvenir, il faut vraiment avoir une rotation au moins de minimum 3 cultures. Puis on essaie d'intégrer tout le temps foin, engrais verts, radis huileux, moutarde, trèfle qu'on voit ici en arrière de nous autres, pour justement avoir un couvert de sol. Les champs de maïs n'ont pas été travaillés du tout l'automne passé. Je préfère les garder comme ça. Ça me fait un bon filtreur au printemps pour empêcher que les particules de sol partent avec les pluies du printemps et celles d'automne. J'ai trouvé que c'était la meilleure façon de conserver mes sols. C'est excellent pour la qualité des sols, pour la santé des sols. Voilà. Donc, pour débuter rapidement, tomber dans le feu de l'action pour ouvrir les débats, je m'adresserai plus particulièrement aux producteurs dans un premier temps. Pour vous autres, les producteurs, pourquoi est-ce que c'est important d'implanter des bonnes pratiques en matière de santé des sols? Puis qu'est-ce que ça amène comme impact positif à vos entreprises? Lequel qui commence? Celui qui veut. Bien, en tout cas, moi, l'environnement, ça a toujours été important pour moi parce que, tu sais, j'aime travailler en équipe, avec Eliane, mais il y a beaucoup d'éléments dans le sol, il y a beaucoup d'activités dans le sol. L'exemple des vers de terre et tous les micro-organismes. Puis pour avoir un sol en santé, bien, il faut les nourrir. Parce que si on ne les donne pas à manger, ils seront plus là. Fait que c'est ça qui est utiliser le moins de pesticides possible, travailler moins le sol pour garder la structure. Puis, pour moi, ça, c'est la base, là. OK. Merci beaucoup, René Perrault. Monsieur Saint-Germain. La santé des sols, je pense que c'est l'agriculture durable. Moi, à travers le club, c'est d'avoir une démarche d'agriculture durable. Ça veut dire notre agriculture qu'on avait auparavant, l'agriculture qu'on va avoir là, puis nos prochaines générations. Il faut préparer ça. Puis c'est de longue haleine, vraiment. Santé des sols, je vous dirais, j'en ai mentionné, là, j'ai fait 15-20 ans d'engrais verts, puis de plantes de couverture, puis des fois, tu fais comme coudon. Il va y avoir de l'amélioration au niveau du sol, tu le vois, les profils, mais c'est long à bâtir. Mais un coup que tu bâtis un santé des sols, que les structures sont là, mais tu as un système beaucoup plus résilient. Puis comme producteur, les dernières années, on n'avait pas vécu trop de sécheresse, mais 2020, ça nous a fait... Et Caroline, là, finalement, on manque d'eau. Là. Fait que la structure des sols nous a donné... C'est un système plus résilient. Puis ça m'a permis... Je me suis convaincu moi-même, le gars spécial, le producteur, l'agronome, puis à travers toutes les démarches que j'ai faites avec mes clients. Puis là, c'est là qu'on se rend compte. Parce que souvent, producteur avec une santé des sols incroyable ou un producteur qui travaille bien, des fois, ils ont les mêmes rendements. Puis le rendement, souvent, ça ne parle pas.
c'est plus les marges, la santé. Quand on pogne une pelle, c'est là qu'on voit vraiment la vie au sol. Tu sais, quand tu essaies d'impressionner Odette Ménard chez toi dans une caravane tentée des sols, elle te dit, j'ai déjeuné, j'étais content. Tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça, il faut amener aux gens, dire, ben écoute, il faut se préoccuper, vraiment. Ben, c'est très clair. Monsieur Saint-Germain. Bien, nous, en fait, moi, de mon côté, avec ma jeune expérience en agriculture, j'ai vite compris que la santé des sols, c'était vraiment la base. Et j'ai vite compris aussi que mes prédécesseurs, peut-être qu'il y a des éléments qui n'étaient pas toujours respectés. Alors, on s'est mis, Sophie et moi, on a tout de suite, la première année, en fait, ça a été l'élément 1 qui a été discuté. Et on s'est fait un plan de match, puis comme Yannick le mentionne, c'est vraiment une démarche long terme. Ouais. Alors, on en est à notre 2e année, on va entreprendre la 3e, et nos sols ont changé, 200 % là, depuis qu'on a commencé à travailler. Là. Alors, on en est jusqu'à présent très heureux. Bon, j'ai l'impression qu'on a 3 personnes ici qui sont pas mal convaincues. Mais pour vous autres, les conseillers, c'est quoi en général l'élément déclencheur qui fait en sorte qu'un producteur a le goût de débuter, de s'investir dans une démarche ou dans des meilleures pratiques pour la conservation de la santé des sols, ou tout simplement pour accélérer l'adoption des bonnes pratiques? Je peux commencer. Je sais pas, je peux dire, en fait, on en a parlé un petit peu ce matin. Je pense que c'est différent pour chacun des producteurs. C'est vraiment à l'écoute parce que chaque producteur est différent. Il y en a que pour d'emblée, là, comme René, je dirais que c'est quand même facile de se faire adopter des nouvelles techniques, tout ça, et parler d'environnement parce que l'environnement, ça fait partie de ses valeurs à la base. Il y en a d'autres qu'il faut travailler plus, mais c'est vraiment de cibler les valeurs, c'est quoi les problématiques, puis sur quoi travailler, mais de façon durable. Donc, je pense que c'est vraiment de s'adapter à chaque personne. Bien, pour nous, c'est sûr qu'en bio, c'est essentiel. C'est fondamental parce que ça a un impact sur toute la chaîne de production. Fait on n'a pas de béquilles, on n'a pas une fertilisation chimique d'appoint. Il faut travailler avec nos fumiers, il faut que nos fumiers travaillent bien. Puis, on n'a pas de fongicides pour les problèmes de sol. Fait que, il faut que le système y se tienne, puis ça part tout d'un sol qui est bien structuré, qui a un bon égouttement, qu'on nourrit souvent, donc un continuum dans l'enracinement du sol. Puis ça va nous aider à notre préparation de lit de semences qui est essentielle pour avoir des levées qui sont super égales, pour ensuite avoir des désherbages qui sont efficaces. Fait que, tu sais, c'est la brochette d'arguments pour la santé des sols en bio est infinie. Fait que, tu sais, si le producteur n'a pas ça dans la tête, puis si au champ on diagnostique qu'on a de la compaction, qu'on a une structure qui est vraiment pourrite, bien, c'est la première problématique à adresser pour bâtir un système qui va fonctionner. Fait que c'est tout simplement fondamental. Oui. Donc, vraiment, l'élément déclencheur, si je comprends ce que vous dites, c'est vraiment le désir de s'améliorer. Puis l'amélioration passe souvent par, justement, des conditions optimales du sol. J'avais déjà parlé des producteurs, puis je m'étais rendu compte que certains producteurs avaient des éléments déclencheurs qui, des fois, n'avaient rien à voir avec l'agro-environnement. Un en particulier qui m'avait raconté que son conseiller l'avait convaincu quand il lui avait prouvé qu'avec certaines pratiques de semis direct, par exemple, et le travail réduit du sol, il aurait à beaucoup moins souvent ramassé ses roches. Et ça l'avait convaincu d'embarquer. Est-ce que ça arrive des fois? Peut-être pas pour des roches, mais pour d'autres raisons qu'agro-environnementales qu'un producteur pourrait être enclenché à prendre action? Bien, je pense que oui. Là, dans le fond, au niveau économique, on a parlé. S'il y a une économie pour certains, ça parle beaucoup, d'autres moins. Mais certains dire, ben, tu sais, semi-direct, moins de passage, moins d'équipement, moins de main-d'œuvre aussi. Des fois, tu sais, c'est la main-d'œuvre, si on a des grandes terres, d'économiser sur le temps d'effectuer les travaux. Fait que ça pourrait être un déclencheur pour certains. Pour ça, je pense que ça dépend un peu comment leur entreprise, puis c'est quoi le nœud, en fait, qu'il faut essayer de délier. Là. Parfait. Mais il faut associer vraiment la rentabilité et la santé des sols, puis c'est pas toujours évident à le faire. Parce que les producteurs, souvent, on est tenté à avoir des rendements stables dans le temps avec les météos qu'on a, les changements climatiques. Mais je pense que comme conseiller, je pense que c'est un argument essentiel d'aller chercher tout le temps la rentabilité. Puis un outil comme Rotation Plus qui nous montrait sur longue haleine, souvent on veut calculer en silo. Qu'est-ce qui est plus payant chez vous, toi?
C'est-tu le maïs, c'est-tu le soya? Non, aucune de ces réponses. C'est l'équipe, c'est les 3 cultures, l'engrais vert, les plantes de couverture, c'est ton ensemble de ton système. Mais souvent, on est porté. Puis le comptable, moi, il me dit tout le temps, Caroline, Yannick, tu as des bénéfices. Puis moi, quand je parle de la santé des sols, il est aucunement au courant. Puis j'aimerais ça qu'il soit plus au courant, mais c'est pas son. Mais je pense que les producteurs sont appelés à amener tout le temps une certaine rentabilité, puis le conseiller aussi. Dire, bien, écoutez, c'est un changement, les gars sont allumés, puis ils veulent vraiment embarquer dans la vague. Souvent, on voit tous les incitatifs, toutes les documentations, les belles vitrines qu'on a faites, puis les producteurs se disent, bien, écoute, je suis capable d'embarquer dans ça en autant qu'on soit bien accompagné, on le disait tantôt. Si je pourrais rajouter, Yannick, la santé des sols, malheureusement, c'est pas une ligne d'actifs au bilan. Non. Mais ça devrait en être une parce que c'est tellement important. Puis on a pogné de quoi quand on a commencé à calculer nos séquestrations de carbone puis nos bilans. On a fait, il n'y a pas de lien entre la santé des sols puis le carbone. Là. Fait que là, on a dit, écoute, on fait des efforts, mais c'est pas le même game. Là. Fait que c'est vraiment de concentrer. Santé des sols, vraiment, c'est si on a l'occasion d'aller voir un client, un producteur, puis d'aller vraiment aller au champ puis voir la vie qu'on a au sol. C'est incroyable. Je retiens qu'on ne peut pas dissocier l'aspect économique de l'aspect santé des sols. On va y revenir plus tard un peu. Exact. M. Perrault, vous vouliez rajouter quelque chose? Bien, moi, j'ai toujours été sensibilisé à l'environnement, mais j'avais acheté en 1996 un bloc de terre, 300 autres. C'était pourtant un producteur laitier, mais lui faisait de la luzerne puis du maïs. Puis il labourait tous les ans. Quand j'ai tombé là, ouf, là, il y avait des mauvaises herbes que je n'avais jamais vues. Puis quand je faisais le soya, si on avait un mois d'octobre mouilleux, là, bien, il y avait une semelle de labo. La batteuse calait de ça, mais on aurait juré qu'elle calait de ça. Là, j'étais découragé. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis c'était une bonne terre. Là, c'était pas... Fait que c'est là vraiment que... Là, j'ai dit, le semi-direct, ça presse. Là, puis il faut arrêter de labourer tous les ans. Pour moi, c'était évident. Là. Donc, c'était un constat. Oui. Tantôt, M. Germain, vous avez parlé de partenariat avec votre conseiller. Puis, M. Perrault, vous avez parlé du plaisir que vous aviez à travailler avec votre conseiller. Je me demande, un producteur, c'est quoi les attentes qu'il a de son service conseil lorsqu'il veut améliorer la santé de ses sols? Écoute, moi, je vais répondre pour ma part. Dans mon cas, c'était essentiel parce que, on a une superficie d'environ 250 hectares. Je ne voulais pas nécessairement, c'est une fin de carrière, appelons ça AB, mais ça peut être désastreux en termes de mathématiques si on ne fait pas bien les choses. Et puis, je dirais, mes voisins, mes agriculteurs de la région, je les regardais parce que j'étais quand même assez attentif à ce qui se faisait dans la région depuis plusieurs années. Puis, je connaissais pas ça, mais je regardais ça, puis je n'étais pas vraiment convaincu. Alors, les gens de la ferme de Rémy, lorsqu'ils m'ont parlé du projet d'abandonner, eux autres, la culture, parce que, justement, ça ne fonctionnait pas bien. Alors, moi, j'ai dit, si je le fais, je vais essayer d'établir mes priorités. Puis la priorité numéro 1 pour moi, là, c'est sûr que je n'ai pas de vente à faire ici, mais naturellement, ça a été mon agronome, là, c'est clair, qui était le plus important pour qu'on se fasse un plan de match. Puis qu'on s'en aille vers une direction. Parce que les premières années, oui, on peut en défaire un peu, on peut défaire des sous un peu, mais il faut qu'à un moment donné, ça tombe de l'autre côté. Alors, c'est le plan de match qu'on a, puis à date, là, en fait, c'est encore jeune, mais à date, on est dans le plan de match. Oui, être bien accompagné, autant dans nos bons coups que les mauvais coups. Les mauvais coups, l'agronome est plus psychologue pour dire on va continuer. Quand des bons coups, mais là, on va faire des vitrines, on va faire des vidéos. Mais c'est le compromis entre ça. On ne peut pas évaluer non plus, Yannick, quelqu'un sur un an, d'après moi. Mais non. Il faut prendre au moins 5 ans pour être capable d'évaluer notre conseiller. Parce qu'on peut, tu sais, la météo, il y a bien des éléments. Mm-hmm. Puis moi, c'est ma façon de voir des choses dans d'autres domaines. Alors, j'ai choisi quelqu'un, puis je pense que j'ai eu des bonnes références. Puis à date, je ne suis pas déçu. Alors, je pense ma moyenne 5 ans, je suis convaincu qu'elle va être bonne. Là. M. Perrault, quelque chose à rajouter? Ou? Bien, moi, c'est être bien accompagné, oui, mais après, pour convaincre d'autres producteurs, bien, il n'y a rien de tel que des essais au champ. Quand on a formé le club, le premier producteur, pas le premier, en tout cas, j'avais été rencontrer des agriculteurs,
Et puis, là, il y en a un qui m'avait dit, non, moi, du maïs pâle, j'en veux pas. Fait que, pour lui, là, baisser l'azote dans le maïs, c'était synonyme de maïs pâle. Fait que je l'ai laissé aller. Un an ou deux après, je retourne le voir. J'ai dit, ça te tente-tu de faire un essai dans le soya? Je savais, il mettait pas mal d'engrais dans le maïs, puis il en mettait dans le soya. J'ai dit, on va faire un essai dans ton champ, la moitié avec de l'engrais, puis la moitié pas d'engrais. L'automne est arrivé, on a pesé les rendements avec, chez eux, avec sa batteuse, puis il n'y avait aucune différence de rendement, même un peu supérieure à ce qu'il n'avait pas mis. Fait, il a embarqué dans le club. C'est comme ça. Puis l'autre argument, quand on a formé le club, la première question, c'est « ouais, mais pourquoi? » Mais la deuxième, comment ça coûte? Moi, je les ai toujours dit, ça ne te coûtera rien. Oui, ça coûte de quoi embarquer dans le club, mais si tu ne le sauves pas en engrais, ben, puis il n'y a jamais un producteur qui m'a dit que c'était pas vrai. D'autant plus vrai encore aujourd'hui avec le prix oui, de l'engrais. Absolument. Je profite de l'exemple que vous avez donné, M. Perrault, pour me retourner un peu vers les conseillers. Vous avez parlé un petit peu que faire des essais ou convaincre un producteur de faire des essais, des fois, c'est un excellent argument pour peut-être le faire aller un peu plus loin dans certaines pratiques. Est-ce que ça marche souvent, les essais? Et est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres approches qui permettent justement d'accélérer les démarches chez les producteurs? Ben, pour ma part, moi, les essais, c'est sûr que ça porte toujours des très, très bons fruits. Un exemple concret à la ferme chez Jean-Yves, c'est la diversification de la rotation. Là, on avait vraiment besoin de légumineuses dans la rotation. Puis dans la région, tout le monde disait le soya, ça se fait pas, le soya, ça se fait pas. Fait qu'on a été sélectionner les cultivars les plus précoces là, sur le marché disponibles en conventionnel. Puis, comme de fait, on a ciblé quand même 2 cultivars là, qui réussissent à faire du 2 tonnes, 2,5 tonnes hectare. Fait que on a fait ça tout petit, quasiment à main. Là. Puis, cette année, c'était quoi, 20 hectares? L'année prochaine, c'est 40 hectares. Fait que des petits morceaux comme ça qui font avancer un peu les choses. Sinon, au niveau des engrais verts, ben là, autant des petites parcelles que des gros projets de recherche sur les fermes. Moi, j'ai eu une ferme de 300 acres de patates, là, que maintenant, en post-récolte, là, tout est ensemencé de sec d'automne ou blé d'automne. Puis, il n'y a plus de tempête de sable au printemps. Là. Fait que, mais ça, c'était grâce à un projet phare du MAPAC là, qu'on a mené chez eux. Fait que, oui, les parcelles, ça marche vraiment. Puis sinon, ben moi, une approche que je privilégie vraiment, puis que je suis venue parler aujourd'hui, c'est vraiment l'approche diagnostique champ par champ à la pelle. C'est long, c'est fastidieux, mais autant pour le producteur que pour le conseiller, ça permet de vraiment comprendre les sols, de diagnostiquer précisément c'est quoi les problématiques. Les problématiques sont souvent au niveau de la compaction, puis tu ne veux pas envoyer le chisel à la grandeur de la ferme sur tout le lot de la rotation. Tu sais, chaque type de sol a sa compaction à sa profondeur, puis je pense que c'est vraiment important de prendre le temps, que ce soit avec le producteur ou le conseiller seul dans le champ, mais d'être capable ultimement de grouper des champs, d'aller cibler peut-être plus spécifiquement pour être capable d'aller plus vite dans ce diagnostic-là, mais au départ de la démarche, de vraiment prendre le temps de cartographier complètement la ferme, là, puis être capable de cibler très précisément c'est quoi les actions à faire pour être capable de surpasser là, les problématiques de sol. Un genre de plan de match. Oui, tout à fait. On part ensuite avec une feuille de route de travaux. Puis on va même voir les voisins. Oui. Non, mais il y en a sûrement des bons dans ton coin. Là. Non, effectivement, ça nous permet de voir ce qui se passe ailleurs aussi. Qu'est-ce qu'ils font bien. D'apprendre, en fait, les bonnes et les mauvaises choses. Ce que je pourrais rajouter, dans le fond, je suis super d'accord avec Sophie. Je pense que l'adoption des bonnes pratiques, quand c'est pas un succès, c'est une mauvaise planification souvent. Des techniques qu'on connaît, qu'on sait qu'ils devraient marcher, mais on a toujours des producteurs qui le laissaient peut-être un peu trop de dernière minute ou dire, bon, ben j'ai pas pu labourer finalement l'automne passé, donc je mets tout en semi-direct. Comme ça, au printemps, sans planification. Fait qu'il y a plus de risques qu'ils soient déçus des résultats puis qu'après ça, ils ne veulent plus adopter la pratique. Fait que je pense que c'est vraiment de le planifier, de connaître les champs, de savoir dans quel endroit ils devraient commencer telle technique. Des essais au champ aussi. Puis je pense qu'un des réflexes, des fois, des producteurs dans les essais au champ, c'est
d'essayer un petit champ que, de toute façon, ils n'ont pas beaucoup de rendement ou que c'est le petit champ qui est un peu écarté, de faire les essais, mais souvent, ce n'est pas représentatif. Si c'est mal écouté, mal chaulé, compacté, si on fait toujours les essais là-dedans, c'est sûr que ce n'est pas gage de succès. Il faut y aller dans un champ qui est soit représentatif ou dans les bonnes conditions, se donner des chances de succès dans nos essais aussi pour montrer que ça peut fonctionner. Ne jamais faire les bandes d'essais sur les bords de fossés. Exact. C'est ça, dans le petit coin qui, de toute façon, ne sont pas inquiets, ils disent qu'il n'y a pas de risque économique, ça ne pousse déjà pas. Bien là, c'est comme mettre toutes les chances pour dire ben ça ne fonctionnera pas, puis il va avoir comme une bonne raison de dire ben ça ne marche pas chez nous, puis de ne pas adopter les pratiques. Si je résume grossièrement ce que vous venez de dire, grosso modo, ça prend un bon plan d'action. Pour avoir un bon plan d'action, il faut avoir la bonne information, quitte à travailler plus fort pour ramasser l'information. Et en plus, si on a réussi à faire voir le producteur l'information qu'on ramassait, ça nous aide encore plus à le convaincre de passer à l'action. Oui, puis l'éduquer, tu sais, dans le fond, moi, dans cette approche-là du champ par champ, idéalement, le producteur, il est avec moi, puis à chaque trou qu'on fait, ben s'il y a de l'eau libre, ben regarde, là, il y a de l'eau libre, ça serait pas le temps de rentrer dans le champ. Fait que, tu sais, de développer, c'est quoi l'humidité qui est acceptable pour chacun des types de sols, et ultimement que lui soit capable de faire ses profils pour la diagnostiquer, sa compaction. Fait que, c'est un moment vraiment privilégié, je trouve, pour passer beaucoup de matériel, de connaissances, puis qu'il soit capable d'observer c'est quoi une belle porosité de sol versus une porosité qui est vraiment plus faible. C'est quoi un beau taux de vers de terre dans mon profil? Est-ce que j'ai une augmentation de ma population? Est-ce que, c'est ça. C'est de, comme tu dis, prendre le temps de bien le diagnostiquer, mais ce temps-là, il peut être aussi investi à passer de l'information. Mais je rajouterais, quand on le planifie comme il faut, les producteurs, on va pouvoir un peu analyser la vitesse d'avancement, le cheminement aussi. Puis c'est des gens qui ne reculeront pas, ça. Il y a des fois, ils t'amènent dire « Ah, cette année, là, je vais faire un 200 autres. » Tu fais comme... Tu peux pas dire non, mais dans ta tête, à toi, tu dis « Ben, trop risqué, là. » Fait que, à ce moment-là, quand tu fais un planning comme ça, on dirait que tes producteurs, t'es là vraiment à l'accompagnement pas à pas. Puis, des dernières années, des fois, on entendait dire ça me dirait que ça a été moins bon, mais ces gens-là, si on était allés trop vite, on va les perdre. Ils sont pas ambassadeurs, sont pas. Non. Tandis qu'un cheminement comme ça, je pense que tu n'es pas appelé à les garder, puis ils vont devenir. C'est une méthode de travail, autant pour le conseiller et le producteur aussi. Ouais, ça les implique, donc ils finissent par... Oui, exact. Ils adhèrent. Puis, comme Patricia disait tantôt, c'est que là, on va pouvoir savoir si tu le gars qui est très, très allumé à travers les projets, tu l'analyses aussi. Là. Parce qu'il y en a qui sont vraiment, écoute, du jour au lendemain, ils transformeraient la ferme au complet, puis on vendrait le parc de la machinerie 3 fois. Puis, là, c'est le comptable qui t'appelle, finalement. Dans la discussion, j'ai entendu M. Germain dire on va voir les voisins. Bon, vous vouliez voir un peu ce que pratiquaient les voisins, mais j'imagine que les voisins étaient curieux aussi de voir ce que vous implantiez chez vous. C'est sûr que nous, en fait, dans le territoire qu'on cultive, on a des, je ne veux pas dire très bons, mais on a des bons résultats. Et puis surtout, on a des résultats sur les mêmes terres historiques là, par rapport au rendement. Alors, c'est clair que on a fait rire un peu. En fait, j'ai fait rire de moi un peu. Mais les résultats font qu'aujourd'hui, les gens nous regardent et doivent se dire, en fait, ils se disent, ils ont la bonne façon de faire. Alors, puis même dans notre coin, puis là, je ne veux pas parler de façon négative, mais il y a des gens qui cultivent en conventionnel, puis ils ne sont pas à la cheville de nos rendements. Alors, je me dis, on est dans la bonne direction. Là. Et une bonne, comme on dit, bonne planification, entraîne pas d'urgence. Et puis, on essaie d'être focus. Puis aussi, lorsqu'on parle, on a fait des essais, tout ça, mais il reste qu'on sait qu'il y a des choses sur nos terres qui fonctionnent bien. Alors, on ne va pas mettre non plus la rentabilité de la ferme en jeu. Alors, on fait des essais, oui, mais c'est jamais, là, je ne ferai pas un essai dans mon cas. Là, on ne fera pas d'essai sur 40 % du territoire, ça, c'est clair. Dans le même ordre d'idée, tantôt, j'ai entendu M. Perrault qui disait qu'il travaillait des fois à convaincre des producteurs à entamer des démarches, à faire des essais. Donc, quelque part, peut-être qu'on ne le qualifie pas toujours comme ça, mais c'est un rôle d'ambassadeur que certains producteurs jouent. Oui. J'aimerais comprendre, est-ce que c'est important, ce rôle d'ambassadeur-là? Oui. Est-ce que ça se passe bien en général quand on joue ce rôle-là?
Oui, ben là, quand on a commencé à parler de semi-direct dans le club, on était allé à Saint-Hyacinthe avec un petit autobus, plusieurs producteurs, Action semi-direct. Mais là, on revenait, on entendait des producteurs. Ouais, mais ça marche à Saint-Hyacinthe, mais ça ne marchera pas chez nous. Fait que là, on a commencé à en faire tranquillement. Puis les premiers producteurs, il va se planter, ça n'a pas de bon sens. Puis petit à petit, puis celui qui venait récolter Montsoya, quand on labourait, le sol était très meuble, puis quand il accotait sa table, souvent la terre embarquait. Hein. Mais là, avec les résidus de maïs qui restaient encore un peu à l'automne, il accotait sa table, puis hey, ça va bien. Fait que ça se sait, parce que lui, il en récoltait quand même grain avec sa batteuse, fait qu'il allait chez les autres producteurs, puis là, il disait, finalement, pas si pire que ça a bien du bon sens. Il trouvait même que ça allait mieux que dans un champ conventionnel. Fait que ça fait boule de neige. Des fois, c'est des arguments encore plus convaincants que des lectures ou que d'autres discussions, effectivement. Les conseillers, vous faites souvent aussi des journées d'information, des journées de démonstration pour les entreprises, les producteurs. Quel rôle ça peut jouer, ça, dans le fait d'inciter des producteurs à passer à l'action ou d'inviter des producteurs à aller plus loin? Bien, je pense que c'est vraiment le transfert d'informations. C'est un rôle important de conseiller. Dans le fond, c'est de montrer les experts, soit nous qui faisons des conférences ou des conférences invitées ou des témoignages de producteurs. Fait que c'est vraiment de transmettre l'information parce que certains producteurs, c'est comme ça qu'ils vont tomber dans l'action, c'est de voir, OK, c'est pas juste une idée comme ça qui passe à mon conseiller, là. C'est documenté. Fait il y en a que c'est vraiment de semer comme un petit peu une petite graine qui va germer plus tard, d'avoir vraiment des bonnes sources d'informations. Puis des fois, c'est des démonstrations au champ, donc ça permet de voir des choses qui fonctionnent bien. Puis il faut s'avouer aussi qu'il y a des essais qui fonctionnent moins bien. Mais quand on fait un bon suivi au champ, on sait pourquoi, ça s'explique. Des fois, c'est la saison, des fois, c'est la technique. Des fois, on se dit, bon, si on fait ça comme ça, bien, ça va mieux fonctionner. Donc, je pense que c'est important le suivi terrain puis l'ajustement aussi aux besoins. Bien, les journées de terrain, nous autres, on adore ça. On en fait beaucoup. Ben, ça attire à chaque fois énormément de producteurs. Les producteurs, ils en mangent de ça. Ils veulent voir comment les autres sont équipés. C'est quoi les défis? Là, il y a plusieurs... Nous, on est comme rentrés un peu là, dans une vague qui se rapproche quasiment du semi-direct, là, mais qui est de travailler le désherbage avec de plus en plus de résidus. Donc, on a fait quand même quelques vitrines là-dessus durant la dernière saison. Puis, ça attire énormément les gens de voir justement c'est quoi les modifications d'équipement qui sont à faire. C'est quoi le... Fait que, je pense le service agronomique, il y a une part, mais il y a toute une autre part que c'est vraiment par les pairs. C'est l'apprentissage par les pairs, puis c'est de vraiment voir dans le concret sur les autres entreprises comment que ça se passe. Ça a autant, sinon plus de poids que qu'est-ce que le conseiller peut amener comme idée. Puis sinon, ben tout simplement, là, c'est des moments de réseauté pour eux autres qui n'ont pas de prix, là, de pouvoir discuter direct dans le champ de qu'est-ce qu'ils voient puis qu'est-ce qui se passe chez eux. Là, c'est des choses qu'on voit qui font avancer vraiment vite. Puis, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça aussi? Oui, juste, moi, il y a souvent des clients qui me disent, pas que j'ai rien à leur apprendre, mais une des raisons pourquoi ils nous engagent, c'est qu'on voit beaucoup d'autres fermes. Puis c'est ça qu'ils veulent, c'est que c'est de savoir qu'est-ce qui se passe un peu chez les autres fermes de la région, puis être capable de se comparer. Fait qu'on a beaucoup ce rôle-là, je pense, d'être une espèce de moteur de transfert de connaissances entre les fermes. Puis c'est ce qui, je pense que c'est vraiment une grosse plus-value du service conseil, là. C'est vraiment du concret, du réel. C'est un empreinte à la ferme. Avec la pandémie, hein, on était à bout, là. T'sais, les Zooms, là, se voir en Zoom, les producteurs, c'était pas capable de se plugger, pas de son. Quand on a commencé ça en 2021, les producteurs étaient tous enthousiastes, puis les taux de participation, cette année, Caravane Santé des sols, chez moi,
80-85 personnes. Puis, je pense que c'est vraiment l'engouement était là. Puis les caravanes, là, ça fait un petit méchant bout de temps qu'à vivre. Puis, René, tu l'as eu 2 fois chez toi, puis ça attire tout le temps le monde. Les gens veulent vraiment voir le concret. Puis c'est la partie vraie que le producteur s'en prend et dit, ben, je pense que je passe à l'accompagnement. Là, Tantôt, vous avez adressé l'enjeu d'être capable d'aborder l'économique à travers l'implantation des pratiques en santé des sols. J'ai plusieurs petites questions à ce niveau-là, parce que je pense que c'est essentiel. Effectivement, je suis d'accord avec votre vision. Du côté des producteurs, pour vous, c'est quoi l'importance de parler de chiffres, de rentabilité lorsqu'on adopte des pratiques? Puis c'est quoi le niveau, disons, de discussion que vous voulez avoir à ce niveau-là pour être convaincu d'avancer? Je vais répondre dans mon cas. C'est le nerf de la guerre, je pense. Encore une fois, moi, le projet, ça se veut un projet qui doit être profitable en bout de ligne. Alors, je me suis donné les outils pour que ça le soit. Puis c'est clair que dans notre pratique, les choses qu'on sait qui fonctionnent, on les fait. Alors, lorsqu'il est le temps d'essayer des nouvelles choses, bien, comme je le disais tout à l'heure, on ne mettra pas la ferme en péril pour On va le faire l'essai, mais encore une fois, on va s'assurer qu'on a le moyen de le faire. Puis si ça fonctionne bien, mais l'année suivante, à ce moment-là, on sera en mesure de... Mais c'est clair que, dans mon cas, puis dans le cas de tout le monde ici, j'imagine, là, la rentabilité est super importante. Alors, puis au départ, on sait que c'est pas une industrie qui est facile. Alors, je pense que c'est ça. Il faut être très vigilant. Mais mettons, au niveau économique, là, les engrais que tu as semés à l'automne, toi, tu calcules que c'est payant ou tu le fais parce que consciemment, tu te dis, il faut que je protège mes sols, je crois en mes sols? As-tu besoin de mettre un chiffre là-dessus? Bien, je pense que ça fait partie de l'investissement qu'on fait puis le travail à long terme qu'on fait sur nos terres. Alors ça, je suis prêt en fait, j'ai compris qu'il fallait le faire. C'est sûr que pas le faire, on sauverait du fioul, puis on sauverait... Mais là, encore là, on s'est donné des outils cette année pour être capable de le faire plus facilement. Mais ça fait partie de toute la planification long terme. C'est un investissement, vraiment, les plantes de couverture. Je sais pas, je pense que c'est René qui avait la main. Bien, pour moi, là, c'était le facteur temps. Les agriculteurs, c'est tout le temps, ouais, au fond. Puis là, si tu as 200 ou 300 acres de maïs de moins à labourer à l'automne, bien, tabarouette, là, ça vient d'enlever un gros poids, surtout quand tu es producteur laitier. Là. Moi, l'automne, c'était de rentrer dans la table, faire du lait. Fait que là, c'était le temps des veillages. Tu n'as pas le temps de labourer. Puis là, c'était une corvée pour moi de labourer. Tandis que là ça, en plus d'être bénéfique pour le sol, bien, ça m'enlevait un poids sur ce côté-là. Là. Donc, autrement dit, qu'on parle de chiffres, c'est pas juste argent, mais c'est aussi temps. Le facteur temps. C'est ça que j'allais préciser, c'est que je pense que le facteur économique est comme toujours un peu là dans nos discussions, mais ça ne veut pas dire qu'on fait un budget avec... Tu fais telle pratique égale telle économie égale tel chiffre de marge éventuellement. C'est plus que éventuellement on parle des rendements qui vont augmenter versus les coûts d'implantation. Donc, c'est un investissement à plus long terme. Puis c'est ça, il y a des choses qui sont difficiles à chiffrer. C'est quoi économiquement le coût d'implanter un engrais vert puis le gain qu'on va avoir l'année suivante? Le parallèle, des fois, il y en a qui voudraient vraiment des chiffres très précis, mais des fois, c'est plus long terme. Là. Donc, je pense que c'est ça, le coût économique est toujours un peu là, mais pas nécessairement en signe de piastres tout le temps. Là. Parfait. Je pense que si je peux rajouter là-dessus, on parle de budget, mais de les discussions que j'ai avec les gens du milieu, c'est pas tout le monde qui malheureusement, font des budgets. Là. Alors, en tout cas, moi, je pense que dans mon cas, c'est primordial pour être capable de suivre, là, mettons, à trois stages dans ma saison, à quel endroit je suis rendu, dans nos heures, nos consommations, etc. De façon à ce qu'en fin de l'année, sur une récolte donnée, on va être en mesure de prévoir un profit ou une perte. Là. Alors, je pense que le temps investi sur le budget est primordial, à mon avis. Là. Je vais vous conter une anecdote. Quand j'ai commencé, moi, au Club Yamassa, je me disais, tous mes voisins, la municipalité, vont tous faire du semi-direct comme moi. Et déçu de monsieur, là. Parce que, tu sais, on rayonne, mais il y en a certains qui sont très conservateurs, même archaïques. Là. Mais à cette heure, moi, ces gens-là, c'est que je les observe, puis c'est pas durable, leur approche. Tu sais, j'ai des producteurs, sans les nommer, c'est des Européens, puis ils travaillent leur sol. S'ils pouvaient labourer 2 fois, ils le feraient. Là. Mais moi...
labourer un sol, ça fait 20 ans. J'ai pas fait ça, puis je me verrais vraiment pas de virer mes verres à l'envers. Ils seraient tous étourdis, d'un. Puis ces gens-là, à la place, c'est que j'ai arrêté de les convaincre. Je les côtoie quand même. Je les respecte beaucoup, ils me respectent. Mais souvent, je regarde qu'est-ce qu'ils font. Puis les dernières années, honnêtement, puis on l'entend sur le terrain, les terres qui ont été travaillées un peu, ils ont été chercher plus de rendement. Puis là, les producteurs m'en parlent. Qu'est-ce que tu en penses, Yannick? Puis là, moi, je me dis, non, je peux pas faire ça. Là. Je ne labourerai pas, mais je regarde quel temps qu'ils ont passé. Puis là, je fais mes commissions en ville, puis ils labourent, puis ils labourent, met du fuel, met du diesel. Puis cette année, à 2 piastres le litre, là, ça va vite, là. T'sais, à 76 cents, on le calculait. À 2 piastres, on peut le calculer encore plus. Puis là, je regarde mes rendements versus lui. Selon moi, je ne vais pas chercher les rendements qu'ils ont. C'est vraiment, c'est des gars à la coche. Mais je regarde ma marge, là, puis tout à l'heure, tu en parlais tantôt. En tout cas, j'ai du temps pour avoir mes loisirs. Déjà, en partant, c'est beaucoup. Puis plus qu'on vieillit, plus qu'on devient sage. Moi, j'appelle ça... j'aurais pas pu être agronome puis producteur si j'avais labouré mes sols. C'est impossible. Fait que déjà, en partant, j'aurais pas eu cette profession-là. Puis de perdre cette notion de temps-là, de dire... Puis chez nous, il n'y avait pas de roche. J'ai pas fait du semi-direct avec la roche. Il n'y en avait pas, là. On ramassait un guetteur par année, là. Mais au lieu de me coller à ces producteurs-là, je regarde qu'est-ce qu'ils font. Puis cette année, là, sur 600 acres, j'ai aucun sol à nu. Tout est comblé. J'ai encore la chance d'avoir des cultures pérennes. Puis je regarde eux, tout est d'être couvert. Puis là, je me dis, c'est quoi ce qui est mieux là-dedans? Puis là, des fois, c'est ça, ce parallèle-là, là, je l'amène aux producteurs aussi. Parce que puis honnêtement, Patricia, sûrement, on se l'est fait poser la question, ouais, les soya cette année, ça n'a pas été bon, ça serait-tu bon de travailler le sol? Tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis on envoie, moi, de chez nous, dans le coin, là, plus en plus, on envoie qu'ils travaillent leur sol. Mais peut-être, eux autres, ils n'ont pas eu une approche, un planning pour que, justement, qu'ils performent bien. Puis, tu sais, au PAD, la rétribution, là, ils ont eu le chèque, là, mais j'ai rempli les affaires qu'eux autres. J'ai dit, ouais, d'après moi, tu vas retourner le chèque, là. Tu sais, fait que c'est un peu ça, il faut que tu vois. C'est vraiment l'approche durable, la rentabilité, la notion de temps aussi, l'être humain qu'on est. Parce qu'une ferme, on a de l'ouvrage 24 heures sur 24. Tu travailles toutes les fins de semaine. Le lundi est encore là. Mais je pense qu'il faut mettre nos notions de temps vraiment là-dedans. Là. M. Perrault. Il y a une autre chose qui est difficile à quantifier, c'est la perte de nutriments. Ouais. Et si tu laisses ton maïs là, il protège ton sol. Il y a beaucoup moins de... Je ne sais pas comment chiffrer ça, là, mais quand on dit là, dans une rivière, là, il passe je ne sais pas combien de 10 roues de bons éléments au printemps. Là, tu le vois par la couleur de l'eau. Tu dis, ça, là, j'aimerais bien mieux l'avoir dans mon champ. Fait que, quand tu y penses le moindrement, tu te dis, bon, au pire, on va attendre un petit peu. Le sol se réchauffe un peu plus avant de semer, mais en bout de ligne, tu finis en même temps que celui qui a labouré la plupart du temps. Là. Puis les premiers essais que j'ai faits, j'avais commencé à faire du semi-direct de soya sur un retour de maïs. Puis pesé, là, j'avais 0,1 tonne à l'acre de moins sur quand même plusieurs acres. Là. Fait que, tu sais, pour moi, là, juste le fait de ne pas labourer, tu sais, j'étais gagnant. Là. Le reste, ça va tout seul. Là, mais tu sais, les engraveurs, les résidus, puis les autres, j'ai des grands engraveurs de 5-6 pieds de moutarde. D'un, les skidoo ont peur d'aller là. Puis moi, j'y vais, j'étais là en fin de semaine, la neige est super belle. Quand t'arrêtes dans le graveur, wow! Je suis dans les monts Alain. Un pied de neige de plus, bien couverture. Puis au printemps, la prairie de foin qui a été round-upée ou peu importe, il n'y a plus de neige. Puis le couvert avec l'engraveur, puis la structure, là, il y a à peu près 1 pied ou 30 cm de neige de plus. Fait que ça, c'est des choses qu'on oublie. Ouais. Fait qu'en tout cas, pour les skidoo, moi, ils restent dans les pistes. Ils vont pas dans l'engraveur déjà en partant. Fait que au moins étiqueter le blé d'automne aussi, mais c'est des faits à noter aussi. Je savais que j'avais une belle brochette de personnes aujourd'hui, puis je suis impressionné comment vous êtes tous à l'aise d'associer des pratiques de santé des sols avec le skidoo. Aussi avec l'aspect économique. Mais souvent, la perception qu'on peut avoir, c'est que c'est plus difficile pour l'ensemble des conseillers d'associer la notion économique avec la notion des pratiques, des bonnes pratiques en agro-environnement. D'un côté, il y a des conseillers en gestion qui sont très à l'aise pour jongler avec les chiffres économiques. Par contre, ils sont des fois un peu au dépourvu lorsque vient le temps de vraiment suggérer des scénarios ou des améliorations au niveau des pratiques agro-environnementales à la ferme.
L'autre côté, on a des conseillers en agro-environnement qui sont des fois, en tout cas, ils m'impressionnent, des encyclopédies ambulantes en termes de ce qu'ils peuvent apporter à la ferme. Par contre, on les sent des fois très mal à l'aise d'associer l'aspect économique à leur intervention. Et malheureusement, la collaboration entre les deux professions, conseiller en gestion, conseiller en agro-environnement, ça existe, ça arrive, mais c'est encore très peu répandu. Alors la question, si on sort de vous, mais qu'on pense un petit peu dans l'ensemble du milieu, comment on peut parler positivement de l'aspect économique, que ce soit en argent, en temps, lorsqu'on parle d'amélioration des pratiques en santé des sols? Ben, moi, je trouve l'exemple qui parle le mieux, c'est quand tu sais que tu as un champ qui est vraiment compacté, là, il va super bien réagir à n'importe quelle fertilisation versus un sol qui est vraiment plus en santé. Tu as beau y en mettre plus, il ne donnera pas nécessairement plus. Fait un sol en santé va naturellement pouvoir pourvoir la fertilisation versus un sol dégradé, il va réagir énormément à ce que tu lui donnes. Fait que, si tu veux baisser tes intrants, ben, investis sur la santé de ton sol, investis sur ton nivelage-drainage, tu vas avoir un meilleur égouttement, tu vas faire moins de compaction, fais des engrais verts, tu vas avoir des nutriments qui vont se recycler au fil du temps, puis au final, tu vas être capable de baisser soit tes fumiers ou tes engrais. Enfin, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui va chiffrer dans l'année, c'est pas quelque chose qui va chiffrer probablement l'année prochaine, mais sur 5 ans, tu vas finir par le voir. Mais est-ce que ça sera une augmentation de 5 de 10 une baisse d'intrants de 5 de 10 c'est quasiment impossible à prévoir. Ça va être selon les types de sols puis selon la capacité du producteur à vraiment améliorer la situation. Mais c'est sûr qu'il va y avoir, si on se concentre bien, on fait bien le travail, on comprend bien c'est quoi une bonne santé des sols, bien, c'est sûr qu'on va voir une baisse de la fertilisation puis une augmentation de rendement. Ça, je le vois tout le temps. Moi, comment je pourrais dire, c'est j'ai monté à me placer, on le sait, mettons, avec un sol bien couvert, des plantes de couverture, des bons résidus, des bons rendements. Ça peut prendre jusqu'à 30 ans pour aller chercher 1 Ouais. Puis dans une structure que le producteur va travailler ses sols, il va peut-être perdre 1 pour 5 à 10 ans. Mais moi, j'aime autant aller celui du 30 ans. J'aime autant gagner de la masse organique que d'en perdre, ou vraiment aller chercher une rentabilité, mais à garder ce focus-là. Moi, j'ai des analyses depuis 1996, puis ça monte pas rapidement. C'est vraiment de longue haleine qu'on dit. Mais j'aime autant d'être dans cette stratégie-là, parce que je pense qu'elle va être plus durable, là, vraiment. Mais ça, c'est à choisir comme producteur, comme conseiller, où est-ce qu'on veut se situer, vraiment. Puis, un peu comme Sophie disait aussi, dans les parcelles, effectivement, le sol à santé va avoir un potentiel comme plus élevé. Fait que souvent, dans les parcelles d'engrais, moi, je travaille plus avec les producteurs conventionnels. Si on fait des tests d'engrais, tout ça, on essaie toujours de garder une parcelle à zéro. C'est pas de dire que peut-être qu'à zéro engrais, il va produire plus, mais c'est de regarder le potentiel naturel du sol sans fertilisation. Puis, on voit, quand on fait ça sur plusieurs champs dans une même entreprise, c'est vraiment corrélé avec la santé de son sol. Il y a des champs qui sont beaucoup plus en santé. Le potentiel, fait que le rendement relatif va être vraiment plus élevé. Fait que ça nous aide vraiment un peu à démontrer, quelque part, l'amélioration du sol. On le voit, là, avec zéro engrais, il va produire plus. Il y a moins besoin d'outils là, pour performer. Parfait. Je suis désolé, je me rends compte qu'on vous néglige. Si jamais vous voulez une bouteille d'eau, faites-moi signe, je vous la mets. On est couvert les sols, fait qu'on décède. Tout va bien. Pour les producteurs, on dit souvent que ça peut prendre très longtemps avant de constater les impacts bénéfiques des bonnes pratiques en matière de conservation et santé des sols. Alors, je vous pose la question à vous autres. Ça prend combien de temps avant de constater des impacts positifs à la ferme sur vos pratiques? Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Ça peut être très rapide, par exemple. Oui, c'est ça. C'est comme, on dirait que ça dépend où l'entreprise part. Il y en a qui ont comme un grand potentiel d'amélioration, donc on peut voir des bénéfices tout de suite. D'autres qui ont déjà des bonnes pratiques, puis qu'on continue pas à inclure des nouvelles et des améliorations. Dans ce cas-là, c'est sûr que ça va être des plus petits pas plus durs à voir directement, mais je pense que des fois, c'est quand même très rapide, là.
Surtout comme un peu l'exemple de René avec la terre qu'il avait repris, qui a passé au labour, qui avait plein de problématiques. Le fait d'arrêter de labourer, d'améliorer ses sols, je pense qu'il a vu quand même une amélioration. Ça n'a pas pris 10 ans, puis il a vu rapidement là, le bénéfice. Là. Fait que... Au bout de 3-4 ans, il y avait vraiment une amélioration. Puis, écoute, là, c'est le drainage de surface en premier, après ça, le drainage terrain, après ça, le chaulage, puis tout, puis là, écoute, puis la partance du sol, là, après ça, la batteuse, au bout de 3-4 ans, ça s'en va, puis même si tu as eu une période un peu mouilleuse, là, c'est pas désastreux, là, parce que en semi-direct, si tu fais des roulières à l'automne, là, le dérolage, je commençais à comment je vais faire pour semer ce printemps. Fait que il fallait limiter ça le plus possible, là. Puis il y a des choses aussi comme aujourd'hui, là, je ne vais plus avec les boîtes à grains dans le champ. Là. Je vais avec un grain car, puis vraiment, les roues, ça porte. Puis la boîte ou le camion reste à sortie du champ. Là. Ça, c'est un autre point important parce que où qu'on voyageait dans le champ, je faisais toujours attention, à une place. Là, je descendais tout le temps, mais le printemps, tu arrivais à semer là, là tu voyais que c'était pas mal plus difficile, puis le maïs était moins haut, le soya était toujours moins beau dans ces endroits-là. Fait que là, c'est toujours comment qu'on peut faire pour pas limiter ces zones-là. Là. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Là. Donc, les impacts peuvent être quand même plus rapides que ce qu'on le dit des fois. Ouais. Puis, si on est prêt à changer les pratiques qui sont problématiques, oui. C'est ça. C'est ça qui va faire toute la différence. Tu as bien beau éduquer le producteur sur c'est quoi le bon moment pour rentrer dans le champ. Si lui, au printemps, il faut qu'il soit le premier, ben la compaction, elle va demeurer. Il va être le dernier à l'automne. Oui. Monsieur Germain, vous disiez que vous ne vouliez pas répondre, mais je vais vous la poser différemment, la question. Je ne vous connais pas. Puis je vous écoute, j'écoute vos réponses, puis je sais, à travers vos réponses, que vous êtes très soucieux des pratiques durables, mais vous êtes aussi très soucieux que votre entreprise soit productive et rentable. Dans votre démarche, je comprends que ça fait seulement 2 ans que vous êtes en producteur agricole. Dans vos démarches, c'est quoi l'étape d'après au niveau de votre développement durable de votre entreprise? En termes de sol ou en termes... En termes de sol, là, je parle vraiment en termes de sol. En fait, encore là, je ne vais pas me répéter, là, mais comme le mentionnait Yannick au tout départ, je pense que l'investissement de travail dans notre sol pour le rendre, en fait, le plus efficace, le plus productif possible, c'est sûr que lorsqu'on va avoir atteint un certain niveau, à la ferme, on va être capable peut-être de focusser peut-être sur des choses un petit peu différentes, mais il reste que le travail des sols va toujours demeurer, puis surtout qu'on nous est en bio. Alors, semi-direct, malheureusement, on ne travaille pas ces affaires-là parce qu'on a des mauvaises herbes qui viennent nous agrémenter les entre-saisons. Mais c'est sûr que, justement, les mauvaises herbes, pour nous autres, est un enjeu. Alors, on essaie que ce soit des jachères, que ce soit... Alors, on essaie... Ce qu'on fait, moi, j'ai certains principes, focus, puis assez discipline. Tu sais, quand c'est le temps de mettre 15 hectares en jachère, bien, c'est 15 hectares qui ne rapportera pas 2 500 ou 3 000 l'hectare cette année. Par contre, les chances l'année prochaine que ça soit meilleur, puis à date, on le fait sur les 2 premières années. On s'est mis en pénitence sur certaines parcelles parce qu'ils étaient trop sales. Alors, on sait que les résultats sont là. Alors, écoute, je peux pas, j'ai pas assez de bagages pour être en mesure là, de prédire le futur, mais je vais essayer de continuer à être discipliné, écouter Sophie, puis faire les bonnes choses, en espérant là, que... Puis en même temps, il faut avoir du fun. Hein? La prochaine étape, c'est d'enlever les citernes du système. Oui. M. Perrault, vous, sur votre entreprise, c'est quoi la prochaine étape au niveau des pratiques durables en lien avec la santé des sols? Culture de couverture. Là. Cet été, on a fait des essais là, avec Eliane, avec le club. Là, puis moi, la culture idéale de couverture, mettons, dans le maïs, c'était de la légumineuse, du trèfle. Mais là, c'est peut-être plus difficile en tout cas. Par rapport au régras, le régras, tu le sèmes à voler dans le maïs, puis ça donne, surtout une année comme cette année où le juin était quand même assez mouilleux, ça a super bien fonctionné.
Puis après ça, ben là, on a fait, on a 3, On je a vais te laisser 4, aller. oui, 4, c'est ça. C'était un essai, en fait, qu'on a fait manuellement, parce qu'un des... Tu sais, on parlait un petit peu des fois des freins. Bien, c'est sûr qu'au niveau des équipements, si on va avec autre chose que du régras, bien là, il faut avoir quelque chose de plus pour l'incorporer. Fait qu'on l'a essayé manuellement, voir un peu les résultats suite tu sais, au conseil de Sylvie Thibodeau qu'on a parlé tantôt. Puis on continue d'améliorer, mais on a testé du trèfle incarnat, on a regardé pour le poids, le régras incorporé comparé à la volée. Puis il me semble qu'il m'en manque un. Trèfle... Il y avait le trèfle incarnat, l'autre, il y avait du poids, il y avait... Il me manque un trèfle, là. J'ai Ouais. comme un blanc à cause de la présentation, mais c'est ça. Fait qu'on a regardé aussi le mix, tout ça, puis de voir toutes les cultures annuelles. Donc, c'est ça. Puis c'était de voir dans le système, mais comme les légumineuses, dans le fond, sont à l'intérieur du maïs, ça ne peut pas nécessairement fournir directement le maïs, c'est plus pour la culture suivante. Fait que là, que ça en va en soya, c'était peut-être pas la priorité finalement. Fait qu'on regarde tout ça, voir qu'est-ce qui va fonctionner, puis avec la saison, puis l'année prochaine, il va y avoir d'autres tests. Fait que c'est ça. On essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être le plus simple, puis le plus... Économiquement aussi, économiquement, là, tu sais, économiquement, que ça soit avantageux. Si tu pour la l'incorpores santé dans un rang de des maïs, ben là, c'est un autre genre d'équipement, puis ça prend plus de temps aussi. Puis là, C'est ça. Fait Fait que que c'est là, on ça. regarde, c'est ça, Les introduire tests servent à intercalant ça, dans le maïs. vraiment, là. Oui, c'est ça. Parce que là, ils couvrent déjà ses sols après les céréales. On regarde voir de quoi pour le maïs qui est adapté à sa ferme. Puis éventuellement, on suit aussi les informations dans le soya, voir qu'est-ce qui pourrait être pour notre région, peut-être possible éventuellement. Fait que c'est un peu là-dessus, le plan. c'est un travail d'équipe. Il nous reste très peu de temps, donc je vais vous poser une petite question rafale. Je vous invite chacun en 20 secondes, disons. Si vous aviez un conseil à donner pour les producteurs, à un producteur qui débute ses démarches dans les bonnes pratiques en santé des sols, pour les conseillers, pour un conseiller qui débute ou qui veut débuter l'accompagnement de producteurs dans le domaine de la santé des sols, en 20 secondes, ce serait quoi le conseil que vous leur donneriez? Persévérance. Persévérance. Faire un trou dans le sol aussi. Là. Vraiment. Aller Très voir où connaître. est-ce qu'il y a le problème, là, C'est ça, ça. c'est un bon début. J'allais Ça dire coûte à pas peu cher, près la une même petite pelle, chose, là, c'est mais- ça. Connaître ses champs, là, vraiment les connaître, parce qu'en fait, il n'y a pas comme une solution qu'on peut comme dire, OK, j'ai la recette pour tous les producteurs, là, fais ça, puis ça va bien aller. Non, ça va. Il faut C'est aller ça, voir là. le champ, la ferme. Fait que creuser. Exactement la même chose. Faire des trous. Faire Parfait. toujours plus de trous. Des Toujours troueurs. plus de trous. Garder nos vers de terre, c'est Ah, le oui. drainage, c'est la vie, c'est la santé des sols, c'est ça. Là. Puis il faut les nourrir, ces vers de terre-là. Et voilà. Fait que c'est Monsieur un Germain, avez-vous un conseil? Oui, faire des trous, c'est faire des trous. Écoute, en fait, dans mon cas, écoute, focus, discipline. Pour l'instant, c'est ça. Puis là, j'ai une dernière question très rafale. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Ceux qui veulent répondre, y répondent. Tantôt, on a vu qu'il y avait une panoplie de ressources. Il y avait beaucoup d'outils qui existaient. Même des fois, c'est difficile de les suivre. Il y en a beaucoup qui sortent. On n'a pas le temps. Si vous aviez le choix, là, où vous avez la liberté de créer un outil, un seul, qui vous aiderait vraiment, soit dans la pratique comme conseiller, soit dans la pratique comme producteur, peut être une référence, ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'il y en a un et ça serait quoi? Ah, moi, je ne créerais rien, mais j'aimerais tellement ça, retrouver mes accès à la littérature comme à l'université. Là. Parfait. J'aimerais que l'Ordre des agronomes nous offre la possibilité de payer un montant annuel pour avoir accès à la littérature. Numéro 1. Peut-être une revue de littérature aussi comme conseiller, tu sais, d'avoir accès. Il y a une panoplie d'outils, mais on dirait que c'est comme un peu utopique, mais tu sais, des fois, d'avoir, je ne sais pas, avoir un rappel des choses importantes pour nous, tu sais, ben, on le fait à l'équipe. On le fait plus à l'interne d'autres outils, mais il reste que c'est ça. Il y a énormément d'informations. Hein. partage d'expertise, de vraiment créer des ambassadeurs, des influenceurs un peu. Puis En parlant de vers de terre, là, même Eliane me le disait, chez nous, là, le maïs n'était pas battu encore, puis la feuille de maïs qui touchait au sol, le vers de terre, elle tirait déjà Il était dessus. déjà en C'est hey, incroyable. calme-toi, Là. là. Hein? Ça, Calme-toi. tu mets une photo de ça, puis j'imagine qu'il y a sûrement du monde Ça qui va parle. allumer. Là. Ah, on a des super belles photos de la caravane. Là. On a fait le tour. Ben, il me reste à vous remercier. Vous avez été très facile à animer. Vous aviez vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié.
Puis j'espère que c'était pareil dans la salle. Est-ce qu'on a le temps pour des questions, Nadine? Non, pas vraiment. Ah ouais. Parfait. Donc, on a le temps pour des questions. Donc, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la santé des sols et jamais osé le demander, c'est le temps. C'est une question pour les conseillers, conseillères. Dans le fond, là, ce que je remarque, c'est qu'on a un beau panel de gens convaincus et convaincants. J'aimerais ça savoir, bien là, Louis, M. Dionne m'a volé ma deuxième question, mais ma première question, c'est vraiment de dire, dans votre parcours, parce que là, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez vécu beaucoup de choses, c'est quoi, dans le fond, un élément ou un outil ou un moment qui vous a vraiment aidé, dans le fond, à devenir les conseillers que vous êtes présentement? Qu'est-ce qui vous rend si convaincu et convaincant présentement? Peut-être pour aider les conseillers qui sont plus nouveaux. Moi, je vais parler pour moi, c'est la passion. Quand tu es passionné, tu t'entoures, puis tu fais des essais, tu essaies d'être vulgarisateur, ambassadeur, tu es convaincu. À un certain point, tu ne peux pas convaincre. Moi, je dis tout le temps, il faut que les bottines suivent les babines. Mais dans mon cas, ça n'a pas été facile au début parce que recommander du somme direct quand tu ne l'as pas fait, comme conseiller, c'est pas évident. Mais quand tu prends tu t'accompagnes. Puis moi, je me disais aujourd'hui, si j'avais à faire mon parcours, autant producteur que conseiller, mais j'irais chercher vraiment d'expertise. Il y a plein de conseillers avec beaucoup d'expérience au Québec, puis autant avec les setups, avec Sophie, puis tout le monde. Puis c'est pas une approche, il n'y a pas de bio, il n'y a pas de conventionnel. Moi, je suis rendu à un point que finalement, j'essaie d'incorporer le bio dans ma stratégie pour pas dépendre de fertilisants, pas dépendre de pesticides, pour justement m'en être une agriculture raisonnée. Là. Et faire des trous. J'ai acheté une pile mécanique. Fait que, mon genre est là-dessus. Moi, je dirais peut-être le coaching. Là. Quand j'ai commencé, en fait, au club, c'était vraiment ouvert de faire venir des experts, venir avec nous. Là. Je pense que convaincre les producteurs, être convaincant, ça va avec connaître le terrain. Il faut faire du terrain, ça ne s'apprend pas dans les livres. Il faut creuser des trous encore, mais d'avoir quelqu'un à côté nous montrer comment bien identifier les problématiques. Donc, je pense que moi, j'ai eu beaucoup de coaching quand j'ai commencé, d'autres conseillers de club, des conseillers du MAPAC. Donc, vraiment, être bien entouré. Moi, c'est le concret. L'université m'a montré l'agronomie et la science, mais la ferme m'a montré l'agriculture. J'ai passé 4 ans sur une ferme, puis moi, ça a été complètement fondateur dans la conseillère que je suis aujourd'hui. Puis c'est ce que j'aime, c'est d'être dans le super concret, puis de faire mes suivis par rapport à qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait au début de la saison, puis comment que ça se perpétue. Puis c'est d'être dans le super concret, puis de bâtir des petits blocs sur le dernier montage de petits blocs. Avant la pandémie, j'ai utilisé un mot, contagieux. Là, je l'utilise. Peut-être en 2024, on va leur repartir. Ouais, c'est ça,